Mais vous prétendez que vous amenez la civilisation. Alors c'est tout ce narratif qu'il faut changer, nettoyer, purger. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous répondez effectivement à des personnes qui le disent en tant qu'argument, qu'ils ont apporté la civilisation et des biens pour les pays africains? Comment vous répondez à ce genre d'argument? Bon, aujourd'hui, j'ai un allié qui m'a donné une bonne réponse. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et il a expliqué dernièrement lors d'une audition devant le Parlement français que les populations les plus barbares étaient les populations européennes, que c'est la barbarie qui caractérisait l'Europe depuis toujours. Alors comment des barbares peuvent apporter la civilisation? Au premier sommet Russie-Afrique, j'ai parlé, comme aujourd'hui, on m'a demandé de parler, j'ai parlé pendant 7 minutes. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire, 2 mois après j'ai été arrêtée, expulsée de Côte d'Ivoire. J'ai reçu des menaces de mort, je reçois toujours. Mes comptes bancaires sont fermés. Ma page Wikipédia a été supprimée et puis là maintenant elle a été remplacée par une page Wikipédia. Je sais pas qui est cette dame, mais en tout cas c'est pas moi. Donc on a juste, et c'est les gens qui prônent la liberté d'expression qui font ça. Parce que j'ai parlé pendant 7 minutes ici à Sochi il y a 5 ans, j'ai été arrachée à ma famille, j'ai été arrachée à mon écosystème, je suis menacée, je suis persécutée, je subis toutes sortes de pressions, pas par les grands méchants russes ou chinois ou même dictateurs africains. Non, par la France, par l'Europe, par l'Occident. Et vous n'avez pas peur? Oh, vous savez, mes rêves d'émancipation pour l'Afrique sont plus grands que mes peurs. Dans cette interview, après le sommet Russie-Afrique à Sochi, le 9 novembre 2024, nous allons constater encore une fois de plus la maîtrise profonde qu'a Nathalie Yamb sur la géopolitique et les dynamiques autour de l'Afrique. Elle va répondre à une série de questions toutes plus pertinentes les unes que les autres, avec un axe particulier sur les mouvements de libération de l'Afrique partout en Afrique, tout en mettant en avant l'hypocrisie des pays de l'Occident, des pays occidentaux qui, sous couvert d'une soi-disant liberté d'expression, sont ceux qui censurent le plus, sont ceux qui punissent le plus, sont ceux qui sont les plus violents. Elle a été très claire. Les luttes de décolonisation sont en cours actuellement. C'est maintenant que ça se fait. Et non pas les indépendances de façade qu'il y a eu durant les années 60. Écoutons. Nous nous rencontrons en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères des pays africains. En quoi ce sommet est important? Déjà, merci de m'avoir invité à communiquer avec vous. Ce sommet est important parce que les sommets Russie-Afrique ont lieu tous les 3 ans et c'est pour la première fois qu'il y a une activité au niveau ministériel qui est tenue pour, j'espère, faire progresser les dossiers, les intentions, les projets et permettre que les choses avancent plus vite entre 2 sommets. Donc je pense que c'est une très bonne initiative que ce soit organisé. Mais vous savez, il y a beaucoup de formats, comme par exemple Chine-Afrique, l'Union européenne-Afrique. En quoi les relations entre la Russie et le continent africain sont-elles particulières? Mais les relations avec la Russie sont particulières en ce sens, enfin quand on les compare avec par exemple les sommets France-Afrique, c'est qu'ils sont récents, ils sont pas empreints d'une histoire coloniale lourde à porter. Ce sont des sommets qui me semblent plus orientés business, orientés partenariat ouvert, partenariat équilibré, que les sommets France-Afrique par exemple, qui sont des grands messes où un roi reçoit ses valets et puis distribue les bons et les mauvais points. La différence avec les sommets Chine-Afrique, je peux pas le dire parce que j'ai jamais assisté à un sommet Chine-Afrique, mais je pense que ça doit être à peu près similaire avec la Russie, c'est-à-dire qu'il y a des projets, des domaines qui sont discutés, l'énergie, pas seulement le militaire qu'on associe normalement à la Russie, mais l'énergie, la santé, les infrastructures, l'éducation. Donc il y a le spatial, il y a plein de domaines qui peuvent être abordés, qui ne sont jamais abordés dans des sommets Europe-Afrique ou France-Afrique. Pourquoi d'ailleurs?
Ben parce que les Européens ne nous considèrent pas comme des partenaires, mais comme leurs choses, comme des objets, comme leur propriété. Donc, ils nous reçoivent, et puis nos chefs d'État aussi, ils sont bien contents d'aller en France ou à Bruxelles pour faire la fête, amener madame faire des courses, mais pas pour débattre de dossiers qui pourraient améliorer les conditions de vie des populations de leur pays. D'où vient cette attitude? Ben, écoutez, ce sont des dirigeants qui ont été choisis justement pour ça, pour qu'ils pérennisent cette gouvernance du vide, cette gouvernance qui fait émerger la pauvreté et les frustrations au lieu d'amener le progrès et la prospérité. C'est pour ça qu'ils sont en place, et quand ils sont dégagés de la tête des États, on voit que les choses commencent à changer. Est-ce que vous voyez la baisse de l'influence française sur le continent africain? Ah mais oui, mais j'y travaille, donc je la vois avec grand plaisir. Avec le grand plaisir? Avec très grand plaisir. Je pense que j'ai contribué à faire baisser l'influence française sur le continent. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement français m'a interdit d'entrée et de séjour en France. Je pense qu'on interdit aux terroristes de venir, mais non, moi on m'a interdit. Donc je dois être dangereuse. On me décrit comme un agent qui est anti-français, alors que je suis une personne qui est pro-Afrique. Mais comme être pro-Afrique est automatiquement atteint les intérêts français, bon. Oui, je regarde la perte de vitesse de l'influence française, et j'en suis heureuse. J'en suis très heureuse parce que on a eu 60 ans depuis les pseudo-indépendances Pourquoi pseudo-indépendance, excusez-moi? Parce que ce n'était pas des indépendances, c'était un transfert de compétences du gouverneur colonial au chef des nouveaux États néocoloniaux. Voilà. Donc, il n'y a pas eu une déclaration d'indépendance comme, par exemple, aux États-Unis, où les gens se sont assis, ils ont écrit, ils ont fait le bilan de la coopération et ils ont dit, bon, maintenant, à cause de ça et ça, aujourd'hui, nous déclarons notre indépendance. Il n'y a pas eu ça. Les luttes d'indépendance, en fait, la vraie indépendance est en cours. Elle se déroule au Sahel, où les traités sont revus, les accords sont audités, sont renégociés. C'est maintenant que la vraie indépendance est en train d'être conquise. Avant, c'était juste un transfert de compétences. Mais qu'est-ce qui a permis ce changement au Sahel notamment? Ben, des coups d'État. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui n'ont pas été choisis par la métropole coloniale, mais qui sont venus, qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé de faire le boulot. Ils ont décidé de faire passer les intérêts de leur pays et de leur population en premier. Alors, je ne dis pas que le coup d'État amène toujours ce genre de personnes à la tête de l'État, mais il force est de constater qu'en ce qui concerne les 3 États du Sahel concernés, le Niger, le Mali et le Burkina, nous avons aujourd'hui des militaires à la tête de ce pays et des civils, d'ailleurs dans le gouvernement, qui travaillent aujourd'hui à imposer une nouvelle façon de collaborer avec eux, qui sont ouverts avec tout le monde, mais dans le respect de certaines conditions qui sont la souveraineté et les intérêts des populations. Quels États en Afrique, par exemple, on peut considérer comme souverains? C'est une belle question. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'il y a des États souverains. Peut-être l'Éthiopie, peut-être. Voilà. Mais dans l'Afrique francophone, dans l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, il n'y en a aucun. Il y a des pays qui sont en train d'imposer, de conquérir leur souveraineté, mais on n'est pas encore arrivé au stade où on peut dire qu'ils sont souverains. Ils sont en train de lutter pour cela, et ils ont pris un chemin qui me semble assez irréversible en réalité. Pourquoi d'ailleurs? Parce que aujourd'hui, on voit que ce combat est porté par les peuples. Ce n'est pas quelque chose qui émane d'une élite qui l'impose aux populations, mais c'est un besoin
qui est venu des populations, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile de faire chuter ces gouvernements. Pourtant, il y a eu plein d'attaques et plein de manœuvres pour essayer de les faire chuter. C'est très difficile parce que les populations les protègent. Et quand quelque chose émane de la base, c'est difficile de revenir en arrière. Et une fois que les populations sont éveillées, une fois qu'elles sont conscientes des enjeux, une fois qu'elles ont compris quelle était la vision, elles sont prêtes à endurer un chemin difficile, mais à avancer, jamais à reculer. Donc, vous pensez que dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, on pourra finalement voir l'Afrique souveraine? Ben, j'espère qu'on y arrivera, en effet, et vous avez raison dans le timeline que vous donnez, parce que aujourd'hui nous sommes en plein milieu d'un combat et chacun fait sa part. Il y a des gens avant nous qui ont fait leur part et nous faisons aujourd'hui notre part. Mais l'éveil que nous avons réussi à diffuser aujourd'hui me permet d'espérer que la prochaine génération d'Africains qui va naître, les enfants de mes enfants, arriveront dans une Afrique en ayant nettoyé tous les paradigmes et le narratif mensonger qui a cloisonné notre vision du monde et de nous-mêmes. C'est-à-dire que nos programmes scolaires ont été écrits par d'autres. Notre histoire nous est racontée à travers les yeux des autres. Et actuellement, ces paradigmes sont forts. Ils sont forts, mais ils sont en train d'être déconstruits petit à petit. Vous avez vu au Sahel où ça peut sembler tout à fait petit comme réforme, mais ça ne l'est pas du tout dans le fond, où on a décidé constitutionnellement de retirer le français comme langue officielle et de le garder simplement comme langue de travail, où on change les noms des rues. Parce que quand vous avez une rue Charles de Gaulle ou une rue François Mitterrand, c'est comme si vous avez une rue Adolf Hitler à Tel Aviv. Ça n'a pas de sens. C'est des gens qui sont venus, qui nous ont tués, qui nous ont éradiqués. Pourquoi vous faites cette comparaison, excusez-moi? Ben, je la fais parce que c'est quelque chose de tout à fait comparable. On est toujours en train de considérer que la Shoah, par exemple, est la chose la plus dramatique qui soit arrivée. Mais l'esclavage et la colonisation ont été très très violentes. Alors je ne veux pas faire de comparaison sur la douleur ressentie par les uns et les autres, mais je veux bien faire des comparaisons sur l'effet que l'esclavage et la colonisation ont eu sur l'Afrique. Et on ne peut pas avoir des avenues, des bâtiments qui honorent ceux qui nous ont détruits, humiliés, décimés. C'est un non-sens absolu. Et autant cela vous choque peut-être quand je dis une rue Adolf Hitler à Tel Aviv, autant cela me choque quand je sors quelque part en Afrique et que j'entre sur l'avenue Charles de Gaulle. Non? Il y a quelques mois, je visitais la République centrafricaine et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des matières dans les établissements d'enseignement supérieur consacrés à la colonisation et à la décolonisation. Donc il s'agit vraiment de quelque chose de très important pour les Africains. Oui, puisque c'est tout un pan de l'histoire qu'on nous a soit caché, soit raconté de façon erronée. Moi-même, alors quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'école au Cameroun, on avait l'esclavage au programme. Mais d'abord, c'est toujours en fin de programme, donc on n'y arrive quasiment jamais, parce qu'on n'arrive pas à faire tout le programme. Et puis, quand on te raconte, bon, c'est traité en deux chapitres, et puis on vous montre que même les bienfaits de la colonisation. Il y a quand même eu, on vous a apporté la civilisation, vous avez trouvé des gens qui vivaient, qui étaient organisés en société, qui étaient très civilisés d'ailleurs, mais vous prétendez que vous amenez la civilisation. Alors c'est tout ce narratif qu'il faut changer, nettoyer, purger. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous répondez effectivement des personnes qui le disent en tant qu'argument? Quel argument qu'ils ont apporté la civilisation et des biens pour les pays africains. Comment vous répondez à ce genre d'argument? Bon, aujourd'hui, j'ai un allié qui m'a donné une bonne réponse. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et il a expliqué dernièrement lors d'une audition devant le Parlement français que
les populations les plus barbares étaient les populations européennes, que c'est la barbarie qui caractérisait l'Europe depuis toujours. Alors comment des barbares peuvent apporter la civilisation? Mais la diminution de l'influence de la langue française, vous le considérez aussi comme un pas dans la bonne direction? Ah oui, absolument. Parce que il faut pouvoir penser dans sa langue. Dès lors que vous utilisez la langue de quelqu'un d'autre, alors c'est bien, hein, je dis pas qu'on ne doit pas apprendre des langues étrangères, mais je pense qu'il est important pour les Africains, spécifiquement les Africains de l'Ouest et de l'Est, parce que quand on arrive dans d'autres parties, on parle le Lingala, on parle le Swahili, on parle le Kinyarwanda, on pratique ces langues-là, mais dans l'écosystème ouest et central en Afrique, quand tu parles une langue locale, on te considère comme pas suffisamment éduqué. Celui qui est perçu comme éduqué, c'est celui qui maîtrise le mieux la langue de quelqu'un d'autre, pas sa propre langue. Et ça, là, il faut le changer. Alors effectivement, il y a beaucoup de langues différentes dans les pays, il faut commencer à trouver un système, mais je pense qu'il y a des voies et moyens, et j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes, pour s'assurer, pour intégrer dans les programmes scolaires l'apprentissage d'au moins une langue nationale partout, dans tous les pays. Oui. Pensez-vous qu'il y a actuellement un véritable combat des médias qui se déroule actuellement? Oui, je crois effectivement que c'est une vraie guerre. Une guerre informationnelle. C'est une guerre informationnelle, c'est-à-dire que quand on regarde la guerre, il y a la guerre sur le terrain avec les armes, les soldats, mais la communication est devenue une arme de guerre. Les États africains feraient bien de tirer les leçons de ce qui se passe autour, de ce qui se passe d'ailleurs avec la Russie qui nous a invités pour ce sommet. Si on ne s'équipe pas, si on ne se coalise pas, on va pas s'en sortir, parce que la désinformation aujourd'hui, les médias mainstream, comme on les appelle, les médias qui avaient une aura de crédibilité indiscutable dans le passé, sont complètement abandonnés. Et aujourd'hui, chacun cherche ses sources d'information où il le peut, et notamment sur les réseaux sociaux. Et les États occidentaux étaient très confortables en refusant l'accès à ceux qui avaient un discours différent, à leurs médias, et aujourd'hui ils se rendent compte que plus personne ne les regarde, et donc ils sont obligés de venir dans les réseaux sociaux pour se battre avec un autre narratif. Et le pouvoir de l'information est extraordinaire. Vous lancez des accusations farfelues, non vérifiées, et puis ça fait une traînée de poudre, et puis on va dire, ah mais tel régime est en train d'assassiner des civils, on a vu ça en Ukraine, on a vu ça au Mali, on lance des accusations qui sont pas du tout étayées contre des régimes ou des gens qui ne nous conviennent pas, et puis après il faut ramer pour venir remettre les choses à leur place. C'est une vraie guerre, et il y a besoin d'avoir un état-major, des gens formés, des soldats bien équipés, et des États bien équipés aussi. Quel est le rôle de l'Afrique dans cette guerre? Bien, l'Afrique a beaucoup subi la désinformation ou la mésinformation. La raison pour laquelle nous sommes en 2024 en plein milieu d'un combat d'éveil des consciences, c'est parce qu'on a été abrutis pendant des années ou induits en erreur pendant des années par des informations, un narratif mensonger. Et on était du citoyen normal jusqu'à la tête des États, on était dans des réflexes de prendre parti. Alors il fallait prendre parti, et puis comme nous on est du côté des Occidentaux et des Français, donc ce que disent les médias français c'est ça la vérité, et puis ce que disent à l'époque c'était communisme contre, là maintenant on a changé, on ne parle plus de communisme, mais bon il y a le monde multipolaire, le monde unipolaire, etc. Et aujourd'hui l'Afrique a besoin d'avoir ses propres sources d'informations crédibles, d'être propriétaire, auteur d'un narratif, et de ne pas seulement subir et ingurgiter les narratifs extérieurs, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Il faut qu'on commence nous-mêmes à produire notre narratif. Est-ce qu'on peut dire que ce processus d'obtention de la souveraineté par les pays africains s'inscrit bien
dans ce mouvement vers le monde multipolaire. Absolument, absolument. Alors vous savez, à l'époque, quand on parlait d'un monde multipolaire, c'était une demande qui émanait souvent des pays africains. Parce que bon, on était là, on était pris, on sort de la colonisation, on est pris subitement avec le monde qui se divise entre l'Est et l'Ouest, et puis après, on a essayé de faire un mouvement des mondes non alignés et la conférence de Bandung, mais cette demande d'un monde multipolaire était essentiellement portée par les pays africains et quelques pays asiatiques, etc. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce que quand je vais dans des réunions sur la multipolarité, c'est très diversifié. On n'est plus seulement entre nous, là. Il y a des gens de l'Occident, il y a des gens d'Europe, d'Amérique, il y a des gens d'Amérique du Sud. C'est vraiment une nécessité. On a d'abord eu un monde unipolaire, après bipolaire, et aujourd'hui, je pense qu'il s'impose, ce monde multipolaire. Tout le monde a besoin, enfin pas tout le monde, il y a une minorité occidentale qui est nostalgique d'un monde qui est effectivement mort, mais qui est en train d'avoir ces dernières convulsions. Et ils essaient de freiner ce processus. Oui, ils essaient. Est-ce qu'ils ont la chance de réussir? Non, et c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que je dis, pour moi, il est mort. C'est les convulsions post-mortem là, auxquelles on assiste. Mais le challenge va être de designer, de mettre en place l'architecture d'un monde multipolaire qui respecte le besoin de beaucoup d'États d'être traités, de commercer, d'échanger avec respect dans le strict intérêt de chacun. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal de vouloir mettre en avant ses intérêts. On peut s'entendre en discutant, en se donnant du respect. Et là où on n'est pas d'accord, on peut faire entrer la diplomatie, faire son travail et pas avoir recours à des sanctions, à la force, à la coercition. C'est fini ça. C'est fini. Ceux qui ont recours systématiquement aux sanctions essayent de freiner quelque chose qui est unstoppable. C'est fini. Donc, je ne sais pas s'ils arriveront à imaginer ce nouveau monde. Ils n'en sont pas exclus. Hein. Le monde multipolaire n'exclut pas les Occidentaux. Simplement, ça les ramène à leur place. On n'est plus en haut. On est tous au même niveau et on se parle poliment. Vous pensez que c'est vraiment important de créer les institutions financières indépendantes du système occidental, mais ces projets sont à quand? Oh, écoutez, ça va prendre du temps. Il y a certains qui vont peut-être aller plus vite que d'autres, c'est-à-dire que les uns et les autres ont déjà au sein des BRICS, il y a les échanges qui se font en monnaie nationale. Donc ça change déjà. Avant, on devait tous passer par le dollar, tous passer par le système du pétrodollar et compagnie. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que quand la Chine achète ou échange avec la Russie, ça se fait en renminbi et en rouble. Et puis, bon, voilà, ils se gèrent. Maintenant, faire émerger des systèmes de paiement, par exemple, etc., des trucs avec des banques centrales, j'entends même des gens parler de monnaie commune, ça me semble encore très loin. Je pense que c'est pour ça que nous-mêmes, et je pense que les BRICS font la même chose, nous, en tant qu'Africains, nous devrions travailler sur ces deux chantiers. La réforme du système actuel, c'est-à-dire utiliser, faire pression pour que les institutions actuelles soient réformées, et en parallèle, construire un autre système. Ça peut prendre un peu plus de temps, c'est pas grave, mais construire un autre système qui va nous permettre de dire, bon, si vous voulez pas réformer, nous, on va... Bon, c'est pas forcé, c'est comme le mariage, on se marie, mais si on s'aime plus, on se quitte. Ça ne vous paraît pas un peu bizarre, ces pays qui parlent de la liberté d'expression, eh bien, ils interdisent... Absolument, mais c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Vous savez, il y a les deux conflits qui ont lieu en ce moment ont quand même apporté deux choses de positives. Le conflit en Ukraine nous a montré l'impossibilité pour les États-Unis de coaliser le reste du monde contre ses ennemis à lui. Ça a été, c'est quelque chose qui ne disparaîtra plus jamais. C'est fini.
Et puis, ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui nous a montré l'illustration parfaite du double standard et de l'hypocrisie. Et donc, aujourd'hui, évidemment, vous savez, moi, j'étais venue ici à Sotchi il y a 5 ans exactement, au premier sommet Russie-Afrique. J'ai parlé, comme aujourd'hui, on m'a demandé de parler. J'ai parlé pendant 7 minutes. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire. 2 mois après, j'ai été arrêtée, expulsée de Côte d'Ivoire. J'ai reçu des menaces de mort. Je reçois toujours. Mes comptes bancaires sont fermés. Ma page Wikipédia a été supprimée et puis là maintenant elle a été remplacée par une page Wikipédia. Je sais pas qui est cette dame, mais en tout cas c'est pas moi. Donc on a juste, et c'est les gens qui prônent la liberté d'expression qui font ça. Parce que j'ai parlé pendant 7 minutes ici à Sotchi il y a 5 ans, j'ai été arrachée à ma famille, j'ai été arrachée à mon écosystème, je suis menacée, je suis persécutée, je subis toutes sortes de pressions, pas par les grands méchants russes ou chinois ou même dictateurs africains. Non, par la France, par l'Europe, par l'Occident. Et vous n'avez pas peur? Oh, vous savez, mes rêves d'émancipation pour l'Afrique sont plus grands que mes peurs.